45 balles 45 balles votre jeu de con là. Vous vous rendez compte des sacrifices que je fais pour vous? Cette vidéo m'aura coûté 45 putains d'euros à produire. Tout ça pour un vieux lissage en HD de merde. Attends, laisse ce bouton dislike tranquille mon cher Billy, parce que même si je reste sur le fait que ce remaster, puisqu'on doit l'appeler comme ça, aurait pu être bien mieux, et bien j'ai tout de même beaucoup de bonnes choses à dire dessus. Je préviens par ailleurs que la vidéo contiendra quelques spoils du jeu et que je parlerai du jeu en général ainsi que du remaster et non uniquement un des deux points. Bon, Skyward Sword, le dernier Zelda 3D à n'avoir pas eu de remaster HD avant Breath of the Wild. Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess et Wind Waker étant les derniers à avoir eu un remaster en HD. Jusqu'au beau jour du 17 février 2021 où celui-ci était officiellement annoncé lors du Nintendo Direct du même jour. Et les réactions étaient, disons, différentes. Non, je m'en fous, Skyward Sword. Et bon, je vais pas vous raconter la légère déception que j'ai eue lors de cette annonce, puisque j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Mais bon, comme annoncé lors de ma vidéo DACF, j'ai précommandé le jeu, la raison principale étant pour vous en faire une vidéo, et l'autre raison car tout simplement, ça faisait un bail que j'avais pas touché au jeu, vu que pour l'émuler, c'est une grande galère quand on n'a pas le matos nécessaire. Et ce Zelda est assez spécial. Sorti originellement en 2011, il nous compte les débuts de la chronologie Zelda. Le début de tout, de Link, de Zelda, ainsi que du mal originaire et de la malédiction qu'il a lancé à nos héros. Chronologiquement parlant, il est donc le tout premier jeu Zelda, celui à l'origine de tout. Et donc forcément, de ce fait, le scénario est plus qu'important contrairement aux autres jeux de la licence où c'était plus le gameplay qui primait au scénario. On retrouve ici un simple Link, originaire de Célesbourg, une ville volante au-dessus des nuages qui était jadis envahie dans le ciel par la déesse, afin de protéger ses habitants du mal qui régnait en dessous. Parce que ouais bon, c'était vraiment la merde à cette époque. Mais par chance, la déesse a réussi à sceller temporairement l'origine du mal, qu'on appellera ici le banni. Et, quelle heureuse coïncidence, à leur époque, Link et Zelda sont meilleurs amis d'enfance, si ce n'est même plus. N'en déplaise à Ergo qui est le grand rival de Link dans cet épisode. Et au passage, le meilleur personnage du jeu, qui était à fond sur elle. Ce qui mènera d'ailleurs à quelques scènes marrantes au début du jeu. Et il faut savoir qu'à Célesbourg, il y a une tradition, la chevauchée céleste. Un challenge entre étudiants pour savoir lequel sera nommé chevalier et passera son année. Et soyez pas choqués par ces gros pigeons là, les avions ou autres conneries du genre, ça n'existe pas dans Zelda, donc forcément le meilleur moyen de locomotion, c'est les oiseaux, logique. Malheureusement, celui de Link a été enfermé et caché par Hyrule et sa bande, ah là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Mais on le récupérera assez vite, nous permettant de participer à cette chevauchée, et évidemment de la gagner, parce que on est le personnage principal, ne l'oubliez pas. Ce qui nous permettra de rejoindre Zelda en privé, qui nous remettra son parachal, qui est une sorte de paravoile en plus inutile. On s'emmerde. Et après cette cérémonie, nos deux tourtereaux prennent l'envol pour faire une petite balade. Mais heureusement, aucun événement absolument prévisible n'arrivera, puisque ne l'oubliez pas, on est le personnage principal. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah bah merde, tant pis, une de perdu 10 heures trouvées comme on dit. Non, plus sérieusement, Zelda est emporté par une tornade maléfique vers le monde en dessous des nuages, un monde qui est d'habitude inaccessible pour les humains. Et c'est ainsi que Link devra donc partir à son secours, évidemment. Et c'est également là où il fera la rencontre de Faye, qui est ni plus ni moins l'esprit de l'épée divine. Mais également une aide ambulante totalement insupportable qui viendra vous faire chier à chaque putain d'occasion. Et heureusement que le remaster lui fait fermer sa gueule. Et cette épée divine est l'origine de l'épée de légende, épée qu'on devra donc améliorer au fil de l'aventure, afin qu'elle devienne l'épée légendaire qu'on connaît tant. Et c'est donc ainsi que Link partit à l'aventure sous les nuages pour sauver Zelda, qui de son côté apprend qu'elle est la réincarnation de la déesse, rien que ça, tandis que Link est l'élu de celle-ci, qui a donc pour job de protéger la déesse et de sceller le malin. Et pour rejoindre Zelda, Link devra passer par 3 grandes zones, la forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Mais il sera bien évidemment ralenti par Geraim, principal antagoniste du jeu qui veut ressusciter son maître grâce à l'âme de Zelda. Un peu comme beaucoup de Zelda finalement, maître qui n'est nul autre que l'avatar du néant, ou sous sa forme bestiale le banni qui avait été scellé par la déesse auparavant. Avatar du néant qui se veut donc être l'origine des Ganondorf et des Ganon qui apparaîtront plus tard dans les Zelda. Et voici donc le résumé en gros du jeu. Évidemment il se passe plein d'autres choses et le but n'est pas que de sauver Zelda, mais également sceller une bonne fois pour tout le mal grâce à l'épée de légende qu'on aura au préalable améliorée. Et bien ça fait plaisir d'enfin voir un bon scénario dans un Zelda, du moins un jeu qui est très axé dessus, plus que les autres. Ce qui le rend d'ailleurs plutôt linéaire à la différence d'un Breath of the Wild où le scénario est mis de côté, même très de côté, au profit de la liberté de l'open world. Et ça fait encore plus plaisir de pouvoir le redécouvrir en HD et surtout en 60 fps avec enfin une bonne maniabilité, bordel de merde depuis le temps qu'on demandait ça. J'ai beau avoir craché sur ce remaster, il est vrai que le 60 fps ainsi que les contrôles revus au goût du jour, notamment avec la possibilité de contrôler la caméra avec le stick droit, et bien ça change carrément la vie. Mais contrairement à Twilight Princess et Wind Waker, on n'a aucun changement visuel si ce n'est de la résolution 1080p, c'est tout. Pas de changement de lumière, ni de texture. Ce qui est en fait dommage parce qu'avec la puissance de la Switch c'était entièrement possible. Surtout que beaucoup de textures se font très vieillissantes, regardez-moi ça bordel, CI2.
On dirait une sorte de bouillie de merde là, c'est quoi ces conneries? Mais les gens s'en réjouissent quand même, hein, et c'est comme ça que Nintendo continuera de nous vendre des portages à prix fort et de nous la mettre bien profonde. Et même si Texture en elle-même se veulent un peu pâteuse au niveau de la direction artistique qui est inspirée de l'impressionnisme, eh ben n'en reste pas moins très moche pour beaucoup. Mais bon, au moins niveau confort du jeu on est servi. Adieu les Wiimotes et bienvenue au Joy-Con, bien plus précis petit. Enfin bon, cette technologie a quand même ses défauts. Ah bah ouais, on fait pas dans un monde parfait les gars. Parce que la position des Joy-Con en fait est détectée par son emplacement dans l'espace. Et dans ce cas sur de HD, eh bien vous allez devoir recalibrer tout le temps cette merde. Il suffit que vous secouez un peu trop la manette et hop c'est décalibré. Et bon, le recalibrage se fait en appuyant simplement sur un bouton, donc finalement c'est pas si gênant et on s'y habitue assez vite. Mais j'ai également eu quelques problèmes de caméra de temps en temps. Alors je sais pas si ça a rapport avec le Joy-Con Drift, ça m'étonnerait pas, ou le jeu en lui-même, mais à certains moments, et principalement dans Salzbourg ou dans des donjons, donc des zones assez fermées en quelque sorte, et bien la caméra se redressait vers le haut. Bon, rien de bien important ni dérangeant, mais je tenais quand même à souligner. Et cette précision due au Joy-Con nous permet enfin de profiter pleinement du game design de Skyward Sword. C'est simple, vous allez tout le temps utiliser le motion control, enfin si vous les utilisez, car vous pouvez aussi jouer avec une manette simple, comme une manette pro par exemple. Mais personnellement je trouve que ça perd de son charme et c'est pas si pratique que utiliser. Que ce soit les ennemis, les objets ou les énigmes, vous allez tout le temps avoir besoin de cette technologie. Ce qui fait d'ailleurs que pour moi les ennemis de ce Zelda, eh bien, ce sont les plus originaux. Il faut pas se contenter d'attaquer ou d'esquiver n'importe comment, parce que chaque ennemi a son pattern. Par exemple, comme exemple simple, prenons les bokoblins. Et ben ils utiliseront leurs épées pour bloquer vos attaques dans une direction. Il faudra donc optimiser vos mouvements pour pouvoir les toucher. Et évidemment les boss sont tout aussi sympas avec des patterns originaux, même si on garde, comme dans tous les Zelda, le système de l'objet du donjon qui servira contre le boss. Par exemple Dailoma qui se bat en utilisant le fouet pour le retirer ses bras. Ou en boss plus conventionnel, Giraim qui vous demandera une très grande précision avant qu'il ne vous part pas ou pique votre épée. Mais bon, de manière générale, j'ai trouvé ce gameplay très cool, même si beaucoup de gens crachaient dessus. Ça rajoute de la difficulté ainsi que des combats plus intéressants que de simplement appuyer sur un bouton. Mais votre épée ne sera pas votre seule manière de vous défendre, car évidemment, comme dans tous les Zelda, ce jeu contient son lot d'items à récupérer tout au long de l'aventure. Alors évidemment, nous avons des objets assez basiques comme l'arc, le grappin ou encore le lance-pierre, mais également des objets bien plus originaux. Comme un fouet, un sorte de scarabée servant de drone et également un aspirateur. Ouais, c'est marrant, on peut imiter le rôle d'une femme. Ouais, non, je vais pas continuer cette blague, on risque de me faire cancel. Après, rigoler, hein, mais ces objets qui sont super bien utilisés. Mieux que dans la quasi-totalité des Zelda en fait, car ces objets vont vous servir partout et tout au long de l'aventure. Un objet n'est pas unique à un donjon, il vous servira également en extérieur ou d'autres donjons. Contrairement à Twilight Princess, où beaucoup d'objets sont à usage unique, hein, comme le bâton d'Anima je crois, ou la sorte de toupie, et qui ne servent finalement qu'à leur donjon, ou peut-être 2-3 énigmes par-ci par-là, mais bon, rien de très intéressant. Et ça, en fait c'est génial, parce que jamais un objet restera dans votre inventaire à rien faire. Et j'ai l'impression que personne ne l'a vraiment mis en avant, alors que pourtant, eh bien, c'est quand même vachement cool, et je l'ai vraiment ressenti quoi pour les autres jeux. Ils vous seront même utiles dans Célesbourg, mais si, vous savez, la ville d'ancienne dont je vous ai parlé au début là. La seule putain de ville du jeu. Non, parce que cette ville elle est très cool, hein, elle a un marché où on peut acheter des potions, items et tout ça. Quelques quêtes secondaires, bon, qui sont assez osef, mais passons. Et de manière générale, elle est assez belle, mais voilà quoi, en plus d'être la seule ville du jeu, c'est la seule véritable île intéressante du jeu. Parce que dans le ciel, eh bien, à part des rochers, il y a vraiment rien. Il y a quoi 2-3 îles minimum intéressantes qui se battent en duel. Et c'est vraiment dommage car l'idée de se balader en oiseau, et bien en fait elle était très bonne. Mais il y a vraiment rien à faire, si ce n'est récupérer des coffres dans certaines îles qui ne servent qu'à ça en fait. J'en viens même à penser que le ciel a été fait à la dernière minute et qu'à la base il ne servait qu'à voyager entre les zones du jeu. Je ne demandais pas forcément des îles aussi complètes qu'on peut avoir dans Wind Waker, mais quelque chose qui se rapproche un minimum, comme des îles qui nous demandent de résoudre une certaine énigme, comme ce qu'on a eu par exemple avec l'île au champ. Le seul événement vraiment marquant qu'on a eu dans le ciel, c'était lors de l'affrontement de Konnarisha, qui était quand même assez stylé, faut se l'avouer. Surtout avec le contrôle du célestrier qui est bien mieux que sur Wii U, Joy-Con oblige. Mais sans déconner, dans le ciel, on se fait aussi chier que lors de cette scène. Ah, on s'amuse hein. Parce que finalement, quand on va dans le ciel, c'est principalement pour aller dans les 3 zones du jeu. Zone que j'ai d'ailleurs plutôt bien aimé en passant, hein, notamment celle de Firon. Et là, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis là-dessus, mais ces zones, il fallait y revenir jusqu'à 3 fois afin de découvrir la suite de ces zones, ou les délivrer de tel ou tel problème. Et personnellement en fait j'ai plutôt bien apprécié. C'est du réutilisage, certes, je vous l'accorde, mais j'ai trouvé ça stylé de redécouvrir Firon noyé, revenir au premier donjon ou encore se balader dans la mer de sable de l'Anel. Ça permet de redécouvrir des zones qu'on a vues au début du jeu, soit totalement changées, comme Firon, soit de découvrir une nouvelle partie de la map qu'on connaissait pas, ou également les redécouvrir grâce au petit défi Pixelis.
Des défis de la DS, on est envoyé dans un monde parallèle, sans aucun stuff, et où on doit récupérer une vingtaine de gouttes sans se faire choper par les gardiens, ces sortes de gros robots là. Beaucoup de gens n'aimaient pas ce défi, mais personnellement je trouve vraiment adoré, à croire que je diffère complètement de la réalité, comparé à un défi similaire dans Twilight Princess, qui est beaucoup moins bien selon moi. C'est super stressant quand on regarde notre poursuit, ça rajoute un charme à ce défi. Défi qui, une fois fini, nous permet d'ailleurs d'avancer dans les zones, afin de redonner à notre épée sa forme finale, l'épée de légende, comme ce que j'ai raconté tout à l'heure. Quant aux donjons, eh bien ceux-ci sont tous plutôt sympas en fait. Rien de bien révolutionnaire, mais ils sont pas trop mal et certains ont des mécaniques vraiment stylées, comme celui de l'Anel où on passe du passé au présent. Le dernier donjon, il faut réagencer des salles afin de se frayer un chemin, en passant par le quatrième donjon avec ses deux ambiances, l'enfer et le ciel. Et voilà. Rien qui va révolutionner la série pour autant. Cependant, eh bien, cet opus apporte son lot de nouveautés, malgré qu'elle soit bien plus timide que dans Breath of the Wild. Je pense par exemple à l'amélioration de notre équipement, ou à l'endurance de Link, ou encore au brisements des items. Car oui, on l'oublie assez vite, mais dans ce jeu, comme dans Breath of the Wild, eh ben, les items peuvent se briser. Bon, ça concerne uniquement les boucliers, mais c'est déjà un pas de plus dans le prochain opus. Et en fait, rien que ça, bah, ça change pas mal les autres opus. Petit à petit, on s'approche de mécaniques qu'on peut voir dans un RPG classique, et qui seront réutilisées plus tard dans Breath of the Wild. C'est très timide, mais c'était une transition essentielle afin d'avoir le résultat qu'on a eu dans Breath of the Wild. Mais beaucoup de gens n'ont pas aimé ce Skyward Sword, principalement pour les contrôles, et maintenant que le jeu est bien jouable, je pense qu'il devrait déjà plaire à plus de gens. Surtout qu'il a quand même de sacrées qualités, comme tout ce que j'ai énoncé au-dessus, comme une écriture bien plus présente que les autres Zelda, que ce soit dans le scénario ou dans les personnages en fait. Comme Ergo, qui est une évolution très intéressante, où il passe d'un personnage assez con et détestable au début de l'aventure, à quelqu'un qui va carrément devenir un héros et aider Link dans son périple. Notamment lors des phases contre le banni, un boss qu'on devra affronter jusqu'à 3 fois dans le jeu, où Ergo se verra d'être une très grande aide pour les deux dernières phases. Sans oublier que évidemment tout ça est embelli par les OST, comme dans pas mal de Zelda, et certainement pas par la beauté graphique vu qu'aucun travail n'a été fait concernant ce sujet. Mais je peux tout de même comprendre que des gens n'ont pas aimé ce jeu, on peut lui reprocher énormément de choses comme des zones qui ne sont pas reliées entre elles et qui sont plutôt linéaires, voire même très linéaires comme le Volcan d'Ordine où c'est juste une suite de couloirs en fait. Ou on peut aussi le reprocher le cruel manque de quêtes secondaires intéressantes, la seule grosse quête étant celle des cristaux de gratitude qui n'est pas si intéressante que ça en fait. Ou aussi un antagoniste qui aurait pu être un peu mieux utilisé, même si personnellement j'ai bien aimé Giraim. Bref, on peut reprocher beaucoup de choses à ce Zelda qui n'est finalement qu'une transition pour la saga, mais il n'empêche que j'ai kiffé y jouer. Quant au remaster, vous connaissez mon avis dessus. Il y a eu certes pas mal de légers changements, des corrections de bugs, une maniabilité revue pour que ce soit beaucoup plus jouable, que ce soit pour les Joy-Con ou pour la manette d'ailleurs, mais il n'en reste pour moi pas moins inférieur aux autres remasters. Le gameplay en fait il devait obligatoirement être revu puisque c'est un changement de support, ce qui me semble assez logique du coup. Et les autres remasters, en plus de proposer ce que propose ce Skyward Sword HD, soit un gameplay revu, des corrections de bugs et des ajouts pour le confort de jeu, eh bien ils rajoutaient des meilleures textures et des effets de lumière en plus. Et le problème c'est qu'en fait c'est qu'il y a beaucoup de textures vieillissantes dans ce jeu. Regardez juste la map, ils ont carrément oublié de la refaire. De toute manière, plus qu'un remaster, ce jeu a besoin de quelque chose qui se rapprochait plus du stade de remake. Mais bon, il n'en reste pas moins bon et c'est un jeu auquel j'ai pris énormément de plaisir à faire. Mais bon, je suis quand même content qu'ils aient gardé le système de motion control parce que c'était un truc que je voulais pas vraiment perdre, puisque c'était une des raisons de pourquoi j'aimais ce jeu, justement. Mais bon, il ne reste pas moins bon et c'est un jeu auquel j'ai pris du plaisir à faire et je suis finalement presque content de l'avoir fait. Hormis ces 45€, mais ça on va passer à côté on va dire. Bref, c'est un jeu que j'ai bien kiffé, surtout pour son histoire, son lore, son gameplay, son originalité et évidemment son